monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Depuis que j'ai fait les vlogmas, je suis assez motivée pour faire des vlogs parce que j'avais adoré faire ça. Et donc je me suis dit que j'allais vous prendre en vlog environ une fois par mois si je le pouvais. Et je vais vous emmener sur toute la semaine avec moi. Donc c'est pas une semaine particulière, je travaille et tout, mais je me suis dit que j'avais envie de vlogger. En plus aujourd'hui c'est le Blue Monday, c'est-à-dire le jour le plus déprimant de l'année. Et un petit vlog, ça peut nous remonter le moral. En plus, comme je suis encore uniquement en télétravail, c'est beaucoup plus facile de vlogger que quand je dois aller à l'école et tout. Donc là, j'ai donné cours ce matin et hop, directement, je peux vous prendre en vlog. Je voulais vous parler de la lecture que j'ai commencée hier soir. J'ai commencé Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, que j'ai dans ma pile à lire depuis 2 ans, je pense, et que j'ai mis dans tellement de challenges et j'arrivais jamais à le lire. Je l'ai enfin sorti, je l'ai commencé hier soir, j'ai lu une 50aine de pages. Pour l'instant, je trouve ça un peu déconcertant parce qu'en fait, on va suivre un garçon, je sais pas si on dit son nom, j'ai oublié, mais bref. En fait, je dis un garçon, mais il a une 30aine d'années et il a une déficience mentale, il a un retard mental et il va être soumis à une expérience. On va lui proposer de faire une petite intervention, une intervention dans son cerveau pour lui permettre de décupler ses capacités intellectuelles. Il accepte parce que c'est quelque chose qui vit pas très bien, le fait de ne pas être intelligent, c'est le terme que lui utilise, c'est quelque chose qui vit mal, et donc on lui présente une souris qui s'appelle Algernon qui a subi la même intervention que celle que lui va subir et qui est super intelligente. Il doit faire des parcours de labyrinthe contre la souris et il perd à tous les coups. Donc on va le suivre dans tout le processus des tests psychologiques, etc. avant son opération. Et puis après l'opération aussi. Pourquoi est-ce que je dis que c'est déconcertant? C'est le style d'écriture parce qu'en fait c'est cet homme qui nous parle, qui écrit des comptes rendus et qui nous donne son point de vue. Et en fait, au début, il y a énormément de fautes d'orthographe. Donc, c'est pas super facile à lire. Je vais essayer de vous montrer la première page. Je sais pas si vous verrez bien. Ça vous donne un ordre d'idée. C'est bourré de fautes d'orthographe et donc, c'est pas forcément facile à lire parce que parfois, je sors un peu de ma lecture et je me dis, attends quoi? Mais ça dure que une trentaine de pages, ça maintenant. Où j'en suis, il a été opéré et il fait déjà beaucoup moins de fautes. Il y a quelques petites fautes d'orthographe, mais c'est pas du tout gênant. Par contre, j'ai tout de suite été un peu gênée par cet aspect-là. Donc pour montrer sa déficience mentale, on montre ses fautes d'orthographe parce que j'étais un peu gênée. Je trouvais ça un peu maladroit de dire que l'intelligence avait un lien avec l'orthographe alors que ce n'est pas du tout le cas. Heureusement, il y a quelqu'un qui vient de démentir ça en disant « Ne t'inquiète pas, l'orthographe n'est pas une preuve d'intelligence ». Ça m'a rassuré qu'ils le disent quand même. Je comprends très bien le processus, donc ça va être de montrer l'évolution de cet homme et l'évolution de son intelligence. Mais j'étais vraiment gênée par cette corrélation entre orthographe et intelligence que je trouvais hyper maladroite. Après, il y a aussi ces réflexions qui commencent à aller déjà un peu plus loin alors que j'en suis à la page 46. Ces réflexions sont déjà plus poussées parce qu'au départ, vraiment sa manière de réfléchir est extrêmement différente de celle de la plupart des gens. On va lui donner des tests psychologiques classiques où il doit déceler une forme dans une tache d'encre, etc. Et il est à côté sur tous les tests, il comprend pas ce qu'il doit faire. Il dit je vois juste une tache, je comprends pas, j'ai rien renversé, c'est pas moi. Et là on voit déjà que son intelligence augmente et qu'on passe déjà à autre chose. Je me doute qu'il va y avoir des conséquences assez dramatiques sur lui parce que là, en 50 pages, l'opération a déjà eu lieu, il y a déjà ce changement. Donc je me doute qu'on va arriver à quelque chose d'autre. C'est assez intéressant pour l'instant. Je suis pas à fond dedans, mais après, j'ai pas lu grand-chose. Et cette édition est super belle. Par contre, je sens qu'elle va être hyper fragile parce que vous voyez, c'est tout découpé comme ça et ça se déchire déjà un petit peu dans les coins. Et pourtant, je l'ai lu juste hier soir et je l'ai pas pris dans des transports en commun ni rien du tout, donc je vais juste le lire chez moi et j'ai peur de l'abîmer. Mais voilà pour mon avis sur Des fleurs pour Algernon pour l'instant. Et je vous reprendrai plus tard quand j'aurai quelque chose à vous raconter. Je suis le genre de fille qui a énormément de travail, qui n'arrive pas à s'y mettre et puis qui panique. Donc je vais m'y mettre maintenant, mais je viens de recevoir un petit colis. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Je reconnais, c'est un colis Casterman. J'espère que ce sera pas comme la dernière fois, la déception que j'avais eue avec le colis Casterman. Alors, ouh, non, ça je pense que je suis presque sûre que je l'avais demandé celui-ci. Oui, celui-là je l'avais demandé. Donc,
C'est un manga, j'en lis vraiment presque jamais. Donc il ressemble à ça. Ça s'appelle Tomino la maudite. J'ai les cheveux électriques pour l'instant, c'est un enfer. Donc ça s'appelle Tomino la maudite. Je ne sais pas hyper bien de quoi ça parle. Je vous mets le résumé là, si vous voulez, vous pouvez faire pause. Et il est hyper épais, je m'attendais pas à ça. En tout cas, quand je l'avais vu dans les propositions de livres, il m'avait tout de suite beaucoup tenté. Je lis jamais de manga, donc quand j'en lis, je dois toujours me réhabituer au format et au sens de lecture. Mais voilà, très très contente de l'avoir reçu celui-ci. On est clairement dans ce qu'on peut appeler un début de semaine pourri. Hier, j'ai eu énormément de travail jusqu'en début de soirée, et puis j'ai regardé un film, donc je vous ai pas repris. Cette nuit, j'ai fait une insomnie. J'ai dormi 3h30, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Donc là, je suis au bout du rouleau. Honnêtement, je suis crevée là, il est 16h10 et j'aimerais aller me coucher, mais je vais résister pour bien dormir ce soir, et surtout que j'ai eu plein de boulot aujourd'hui aussi. Donc rien lu hier, à part une vingtaine de pages avant de dormir, donc j'ai rien à vous dire de nouveau. Rien lu du tout aujourd'hui, en plus j'ai encore du travail, là je vais promener Kenzo et puis on a encore du travail, non. Kenzo ne travaille pas, hein. Il reste à côté de moi et lui il glande. Mais j'ai reçu un livre que je voulais vous montrer. C'est un service presse que j'ai reçu de chez Calman Levy qui s'appelle donc Le cœur à l'échafaud et c'est d'Emmanuel Flèche. C'est un livre que j'ai demandé à la maison d'édition parce qu'il m'intéressait beaucoup. Déjà, j'en ai entendu parler de nulle part. Moi, j'aime bien un peu trouver des livres dont personne ne parle. C'est vrai que quand tout le monde parle d'un livre, ça a tendance à un peu moins m'attirer. Bien sûr, il y a des exceptions, hein. Mais celui-ci, personne n'en a parlé, j'ai lu le résumé et ça m'a tenté. On va être dans une cour d'assises, on va suivre un jeune homme qui à la base vient d'un milieu populaire, je pense que c'est un jeune de cité, mais il a réussi à se hisser dans la bonne société française et pourtant il est condamné à la guillotine. Et en fait, on comprend qu'on est dans un monde un peu dystopique où l'extrême droite aurait pris le pouvoir et donc l'auteur Emmanuel Flèche imagine, je pense, une société dans laquelle l'extrême droite est arrivée au pouvoir en France. Et je trouve que ça peut être super intéressant. C'est pas très long, ça fait moins de 300 pages. Et j'ai hâte de voir ce qu'il peut raconter par rapport à ça. Et honnêtement, ça m'intéresse pas mal. Donc j'ai hâte de voir ça, à mon avis. Je le lirai bientôt. Je pense que je répète tout le temps la même chose. Je pense que j'ai déjà eu 3 fois que j'avais hâte de le lire. 3h30 de sommeil. Mais donc ça avait l'air intéressant. Donc je l'ai demandé et je vais essayer de le lire prochainement. Voilà, en gros, je n'ai rien d'autre à vous raconter. Ma vie n'est pas palpitante aujourd'hui, et sur ce, on va aller se promener. Aujourd'hui, ça va mieux, et j'ai pu un petit peu avancer dans ma lecture, parce que j'ai mieux dormi cette nuit, donc je suis un peu plus en forme. Je suis plus ou moins à la moitié, et j'aime bien. Honnêtement, c'est une bonne lecture, je trouve qu'il y a pas mal de réflexions intéressantes, notamment l'intelligence en lien avec le bonheur, parce qu'on se pose beaucoup la question, est-ce que Charlie, donc c'est le nom du personnage principal, est plus heureux depuis qu'il est intelligent? Pour l'instant, c'est assez nuancé. Et ce qui est assez triste, c'est que il va penser à plein de souvenirs de sa jeunesse en se disant qu'en fait, tout le monde s'est toujours moqué de lui et il a toujours été mal aimé parce qu'il était moins intelligent que les autres. Et je trouve que c'est assez émouvant parce qu'on se rend compte à quel point l'être humain est quand même mauvais. C'est pas un scoop, hein, mais les exemples sont assez parlants et assez touchants. La seule chose qui m'inquiète un petit peu, c'est que comme je vous dis, je suis plus ou moins à la moitié et que je me demande ce qui va pouvoir se passer dans la deuxième moitié. J'ai peur qu'à un moment, le processus des comptes rendus où il nous raconte sa vie devienne un peu répétitif. Alors là, il devient de plus en plus intelligent, ce qui le coupe vraiment du reste de la société parce que maintenant, il est plus intelligent que tout le monde, même plus intelligent que les profs du NIF, même plus intelligent que tout le monde. Donc, il n'arrive plus à discuter avec personne. Et je me demande jusqu'où ça va aller et ce que ça va donner. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je trouve que c'est bien fait, que c'est intelligent dans la construction, que c'est intelligent dans les idées apportées. Mais oui, j'ai juste peur qu'on arrive à un moment, à un point où ça tourne un peu en rond. En tout cas, je passe un bon moment avec cette lecture et je trouve qu'elle est sensible et assez juste dans les réactions des personnages, les émotions des personnages. Et ça, j'aime bien. Vraiment, je trouve que ça a un propos intéressant et que ça a quelque chose à raconter. J'avais commandé des livres sur Vinted, c'est 3 Stephen King en grand format. J'ai pris Fin de ronde, c'est la suite de Monsieur Mercedes et de Carnet noir. J'ai pas encore Carnet noir, je le cherche en grand format et je le trouve jamais. Je trouve que la couverture est jolie. J'ai pris Dr. Sleep, bon je suis un peu déçue parce qu'il est hyper abîmé. Bon le focus se fait pas mais vous comprenez l'idée, le dos est tout cassé et il était censé être en bon état. Mais bon, voilà.
Et alors j'ai pris Nuit Noire, Étoile Morte. Ça c'est des nouvelles, j'ai jamais lu les nouvelles de Stephen King, donc j'ai hâte de voir. Et voilà, au final ils étaient pas très chers, c'était plus ou moins 3 € le bouquin, et tous les 3 en grand format. Ils sont pas en état nickel nickel, mais je suis quand même contente de les avoir. Kenzo, il adore que je le caresse, regardez, avec mon aiguille à tricoter. Chaque fois que je fais ça, il adore. Comme prévu, j'ai terminé ma lecture de Des fleurs pour Algernon. C'est une œuvre que j'ai trouvée touchante. Alors mon bouquin il est assez gros, mais en fait le roman il fait que 300 pages parce qu'après on a un essai qui est écrit par l'auteur qui nous raconte son processus d'écriture que je ne vais pas lire. Et tout à la fin on a la nouvelle, mais je l'ai un peu traversée. En fait c'est exactement la même chose que le roman mais en raccourci. Donc je comprends pas trop l'intérêt d'avoir cette nouvelle dans ce livre. Mais enfin soit, j'ai fini ce roman. Alors j'ai bien aimé, je trouve que c'est intéressant. Moi qui suis pas trop SF, bah, j'ai trouvé que c'était tout en douceur. Donc si comme moi vous lisez pas beaucoup de science-fiction, je pense que ça peut vous convenir parce qu'on est clairement dans de la science-fiction, mais c'est très soft, parce qu'on est quand même dans notre univers et tout, c'est juste qu'il y a des avancées scientifiques qui n'ont pas eu lieu encore en tout cas chez nous. C'est un livre que j'ai trouvé émouvant, c'est un livre que j'ai trouvé plein de valeurs humaines. La fin est dramatique. Honnêtement, la fin m'a retourné le cœur. Après, comme c'est une écriture très scientifique, très clinique, ça m'a pas émue. Il y a toujours eu quand même une sorte de barrière parce que, je sais pas, la manière de raconter les choses fait que j'ai pas eu le cœur brisé non plus et pourtant on raconte des choses profondément tristes. Même si ça fait que 300 pages, je trouve quand même que dans le milieu, il y a pas mal de longueur. Il y a des moments où j'ai trouvé ça un peu répétitif, mais je pense que tout ça c'est utile pour comprendre le personnage de Charlie et pour comprendre son changement. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai trouvé ça un peu long. En soi, je sais que c'est pas le genre de livre qui est vraiment fait pour moi de base, c'est pas mon style de base. Et du coup, je suis très contente d'y avoir été parce que ça m'ouvre un peu d'autres portes, ça m'ouvre à quelque chose de différent et j'ai passé un bon moment, j'ai apprécié ce que j'ai lu et je sais que c'est une œuvre qui va me marquer pendant longtemps. Donc contrairement à plein de lecteurs, c'est pas du tout un coup de cœur pour moi, enfin pas du tout, c'est une bonne lecture mais c'est pas un coup de cœur pour moi. Mais je sais que c'est une lecture dont je vais me rappeler parce que j'ai trouvé ça intelligent, innovant et original. Et ce personnage de Charlie, à mon avis, va me rester en tête parce qu'il est assez atypique et il transmettait quand même des valeurs assez fortes et assez émouvantes par moments. Donc voilà, c'est tout pour mon avis sur ce livre. Là, il est pas tard, hein, il est 20h15, donc je sais pas si je vais encore le lire ce soir, peut-être un petit peu avant de dormir que je commencerai un autre bouquin, je verrai. Et là, je vais aller regarder un petit film avec mon copain. Je sais pas encore ce qu'on va regarder, mais soirée tranquillou. Et je vous reprendrai demain pour vous montrer ce que j'ai commencé comme lecture. Ce matin, je vais commencer ce bouquin. C'est le tome 3 de la saga des Neshov. Je vous ferai un résumé dans les plans suivants quand je l'aurai commencé pour ceux qui connaissent pas l'histoire. Donc je vous ferai le résumé du début du premier tome. J'aime beaucoup cette saga, j'ai lu le tome 2 il y a presque un an, donc j'espère que mes souvenirs seront pas trop flous et que j'aurai pas trop de mal à me replonger dedans. Je me rappelle plus ou moins comment se terminait le tome 2 parce que c'était une scène choquante, mais pas en détail, donc j'espère que ça ira. J'ai créé une peluche lapin en tricot. Je l'aime bien, mais je suis pas non plus hyper satisfaite. Je pense que c'est principalement à cause des yeux, ils sont trop écartés et en plus on les voit pas bien, donc je pense que je vais les remplacer par des boutons et je crois que je vais remplacer la queue par un pompon. Mais ça m'a quand même pris des heures de faire ça, donc je suis quand même contente du résultat. J'espère que j'arriverai à faire mieux à l'avenir. En même temps, c'est pas hyper compliqué. Et Kenzo a déjà essayé de l'attaquer pour la bouffer, donc je vais essayer de la préserver. Elle est pas waouh, mais c'est quand même quelque chose que j'ai fait à 100% moi-même, donc je suis quand même contente. J'ai presque pas lu aujourd'hui et là je suis en train de m'arracher les cheveux sur des corrections. Mes élèves n'ont pas respecté les consignes, on fait du plagiat. Et je me dis waouh, 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 tout ce que je leur apprends, ça sert à rien. Donc parfois je pense que je suis pas la seule prof dans ce cas-là, mais parfois on se dit pourquoi est-ce que je fais ça quoi. Je leur répète 1000 fois par jour que faut pas faire de plagiat et en fait ça sert à rien. Et je me retrouve à corriger les trucs qui me font perdre un temps dingue, alors que s'ils lisaient les consignes, déjà ça changerait beaucoup de choses. S'ils se relisaient aussi, et s'ils faisaient pas du plagiat aussi. Voilà, désolée de râler, mais là j'en avais besoin. J'avais besoin d'exprimer ce que je ressentais parce que ça m'énerve.
L'avantage quand tu travailles tard, c'est que tu as parfois de beaux ciels à observer. C'est le seul avantage que j'ai trouvé, donc on va essayer de positiver. Je suis en train de travailler sur mon podcast là. Hier, je l'ai fait écouter pour la première fois à mon copain et à ma maman. Et ils m'ont tous les deux dit qu'ils trouvaient ça vraiment bien sur le fond, donc je suis trop contente. Mais ils m'ont tous les deux fait une petite remarque sur la forme, une remarque différente. Je les trouve très pertinentes leurs remarques, donc là je suis en train de retravailler les points qui doivent être retravaillés et je pense, si tout va bien, que le podcast sera en ligne le même jour que ce vlog. Si c'est pas le cas, je vous le noterai ici, mais si c'est le cas, vous trouverez le lien en barre d'informations. Cet après-midi, je vais essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour mettre un podcast en ligne sur les plateformes parce que je me suis même pas encore renseignée là-dessus. J'espère que ce sera pas trop compliqué. En tout cas, je suis contente et j'ai hâte que vous puissiez l'écouter et que vous puissiez échanger avec moi. Ce premier épisode, il est pas super long. Les épisodes suivants le seront un peu plus, mais là c'est un test pour voir un peu comment ça se passe, pour tester les logiciels de montage, etc. Comme je suis complètement novice en la matière, c'est pas très facile. Et j'ai vraiment hâte d'avoir votre retour sur ça. J'ai été manger chez mes parents ce midi et mon papa m'a offert une de ses peintures. Je la trouve tellement jolie. Je m'approche un peu pour que vous voyez, mais je trouve ça trop beau. Elle ira dans mon bureau et je suis trop contente. Je l'adore. Dans mes vlogmas, je vous avais montré les pochettes à livres que ma sœur fait, donc je vous avais montré ces deux-ci, et vous aviez été plusieurs à me demander si elle les vendait. Et ben en fait, à partir de maintenant, elle les vend, elle a créé une boutique Etsy. Alors, celles-ci, c'était ses premiers prototypes, elles sont pas rembourrées d'Watine, mais maintenant, ces pochettes à livres sont toutes rembourrées, donc je vous mettrai sa boutique en barre d'informations si vous voulez aller voir, parce que je sais que vous aviez été nombreux à me dire que vous aimiez. Ce tissu-ci n'est pas disponible sur la boutique, mais par contre, il y a celui-là, et je pense qu'il plaît beaucoup, parce que j'ai vu qu'il est déjà dans le panier de beaucoup de personnes. Je me rends compte que je vous ai pas encore parlé de ma lecture de L'héritage impossible de Anne Beragd, et pourtant je suis presque à la moitié, donc il serait temps d'en parler. C'est un tome 3, donc c'est toujours un peu délicat de donner son avis sur un tome 3. Si vous n'avez pas lu le tome 1, ça n'a pas énormément de sens à mon avis pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous résumer le tome 1, comme ça si vous connaissez pas l'histoire, ça vous plonge un peu dans le décor. En gros, dans le premier tome, on est dans une ferme en Norvège. Pas le milieu le plus chaleureux du monde, honnêtement, même si la Norvège, ça a l'air magnifique. La Norvège, dans ce bouquin, c'est quand même pas représenté de manière très idyllique. Est-ce que ça se dit très idyllique? Parce que idyllique, c'est déjà extrême comme adjectif. Enfin bref, on s'en fout. Une femme est malade, on sent qu'elle va bientôt mourir, et en fait, elle décide de rappeler ses 3 fils autour d'elle avant sa mort. Ces 3 fils avaient des relations assez spéciales avec elle. Donc il y en a avec qui elle n'était plus en contact et les enfants n'étaient plus en contact entre eux non plus. Il y en a un qui est toujours resté au foyer de ses parents et il y en a un autre qui est resté dans le secteur mais n'avait pas des contacts très rapprochés avec ses parents. Et bref, tous les fils reviennent à la maison et on va découvrir plein de secrets sur cette famille, enfin surtout un gros secret, et on va suivre chacun de ces personnages au fur et à mesure. Il y a un autre personnage qui fait son apparition dans le paysage et j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus parce que c'est pas une lecture remplie d'action, c'est pas une saga remplie d'action, ça se lit. Alors ça se lit assez bien, j'allais dire ça se lit à son aise, mais non, ça se lit assez bien, honnêtement, ça se lit vite. Il n'y a pas beaucoup d'action, pourtant on ne s'ennuie pas, je trouve, il se passe quand même toujours quelque chose, il y a toujours un petit élément qui nous tient en haleine. Là je suis donc dans le 3e tome, j'avais beaucoup aimé les tomes 1 et 2, celui-ci n'est pas mal pour l'instant, par contre je trouve qu'il se passe pas grand chose. Comme je vous dis, il se passe pas grand chose mais je m'ennuie pas, en tout cas ça se lit toujours très bien. C'est donc une trilogie. En fait, ça a été une trilogie à la base, et puis l'autrice a écrit un tome 4, 5 et 6. Ma maman est une grande fan de la saga des Nechov, et elle m'a dit que ça ne valait pas trop le coup de lire les tomes 4, 5, 6. Bon, j'ai le tome 4 dans ma palle, donc je verrai si je le lis ou pas. Je sais que Margot Lizouz aussi adore cette saga, et qu'elle déconseille aussi de la continuer. Apparemment, il vaut mieux juste lire les 3 premiers. Je verrai au terme de celui-ci ce que je fais. Comme j'ai quand même déjà le 4, peut-être que j'essaierai. On verra. Par contre, normalement, c'est une saga qui se passe toujours en hiver, et là, je suis mal tombée. J'ai lu un tome qui se passe au mois de mai, il fait super beau, ça colle pas trop, là il y a de la neige dehors, bref, c'est pas le livre idéal pour la saison, et je le gardais précieusement pour l'hiver. J'ai un peu raté mon coup sur ce coup-là. Je vous retrouve pour ce qui sera la dernière séquence de ce vlog. Je l'ai rallongé sur un jour, le temps de terminer mon bouquin et de pouvoir venir vous en parler. Hier, je vous ai parlé des pochettes à livres de ma sœur.
Voilà, là c'est typiquement une des pochettes qu'elle vend sur sa boutique et que je lui ai prise. Je la trouve super mignonne et donc c'est rembourré quoi. Et dedans, j'ai un livre que ma maman m'a prêté. J'ai l'impression que j'ai pas articulé, que ma maman m'a prêté, qui s'appelle Aveux de faiblesse et c'est de Frédéric Viguier. C'est un tout petit bouquin. Je pense que c'est Ice Kitty qui en avait parlé, ce qui a convaincu ma maman qui l'a lu. Ma petite sœur l'a lu aussi et bref, voilà, je le récupère. En février, il y a le challenge petit mois, petite lecture. Je ne pense pas le faire, en fait, je pense le faire à moitié, c'est-à-dire qu'en février, j'aimerais lire soit des pavés, donc des livres de 500-600 pages minimum, soit des tout petits livres. Donc je pense que je vais chaque fois alterner les deux, parce que faire un mois avec que des petits livres, je sais que ça va me frustrer, parce que autant il y a des petits livres qui m'ont retourné, autant j'adore les pavés. Donc j'adore lire un gros pavé parce que je trouve qu'on est complètement immergé dans l'histoire. Donc si je lis que des petits livres comme ça qui font même pas 200 pages, je sais que je vais être frustrée. Pour l'histoire, je sais rien à part que c'est un apprenti menuisier dans le nord de la France. En fait, je viens juste de lire la première ligne. Je ne sais rien de l'histoire. Je revenais aussi pour vous parler de ma lecture de L'héritage impossible que j'ai terminé. C'était donc le 3e tome de la saga des Neshoff de Anne Beragd. Peut-être que la couverture au grand format vous dit rien, mais à mon avis, si je vous mets la couverture poche, ça va peut-être plus vous parler cette saga parce que ils sont quand même pas mal passés sur Booktube, Bookstagram, etc. Enfin, c'est pas non plus une saga ultra populaire, mais on les a quand même un petit peu vus passer. Donc j'ai terminé ce 3e tome. Au final, ça se lisait assez vite. Ce qui est assez particulier, c'est que c'est une saga dans laquelle il se passe pas grand chose et qui pourtant se lit assez vite. Donc ici le bouquin il fait 350 pages. Et je trouve que l'action ne commence qu'à la page 250. Dit comme ça, c'est pas hyper vendeur, ça vous donne sans doute pas super envie d'y aller. Mais en fait, c'est assez paradoxal parce qu'il se passe pas grand chose et en même temps, on ne s'ennuie jamais dans ce livre. Et c'était déjà comme ça dans les 2 tomes précédents. Il y a toujours un moment très fort et le reste du temps, c'est un peu la vie quotidienne. Et c'est écrit de manière quand même dynamique, donc on ne s'ennuie pas. On suit les différents personnages qui deviennent pas vraiment les narrateurs, mais qui deviennent les personnages principaux, chacun à leur tour, dans l'histoire. Donc on les suit de manière alternée, et ça permet de mieux les connaître, de mieux les comprendre. Il y a un des personnages que j'ai pas du tout aimé dans ce tome-ci, et je me rappelle plus ce que j'en pensais dans les tomes précédents. Mais en tout cas, ici, je l'ai trouvé égoïste et complètement à côté de la plaque. Enfin, je l'ai pas du tout aimé dans ce tome-ci. Et c'est assez bizarre le fait qu'il se passe pas grand-chose parce que, avec du recul, si je devais raconter l'histoire de chacun des personnages, j'ai l'impression que ça tiendrait pour chaque personnage en 2 phrases. Et je me dis, elle a réussi à nous pondre un bouquin de 350 pages dans lequel on ne s'ennuie pas, alors que la destinée de chacun des personnages tient en quelques mots. Donc c'est assez dingue et en ça, je pense que Anne Beragd a vraiment un talent pour écrire et pour raconter les histoires du quotidien. Histoire du quotidien quand même vachement glauque. Il y a beaucoup d'éléments glauques, notamment le fait qu'un des frères soit croque-mort, donc on parle beaucoup de la mort, on parle beaucoup des enterrements, et c'est très glauque aussi parce que, tout ce que je vous dis là, ça se passe déjà dans le tome 1, hein, mais c'est très glauque aussi parce qu'ils ont une ferme familiale dans laquelle ils ont des porcs, et forcément, l'exploitation des porcs, c'est un thème qui me fait extrêmement mal au cœur et qui est souvent remis sur le tapis dans cette saga, et c'est pas forcément toujours super facile à lire ces extraits-là. Il n'y a pas vraiment de fin dans ce tome-ci, pourtant je pense que c'est censé être la première trilogie qui est clôturée, donc je pense qu'à la base elle avait prévu de terminer sa saga comme ça. C'est une fin assez ouverte, c'est à nous d'imaginer la suite. En même temps, j'en attendais pas trop autre chose d'elle parce que tous les tomes, ça s'est toujours clôturé comme ça. La fin la plus marquante a quand même été la fin du tome 2, qui m'avait bien chamboulé. Et honnêtement, j'ai le tome 4 et je vais peut-être le continuer pour quand même savoir ce qu'il advient des personnages. Je sais pas si je lirai le 5, le 6, mais comme j'ai le 4, je me dis que j'essayerai bien. En plus, je crois que le 4 se passe en hiver. En tout cas, la couverture est pleine de neige. Ici, vraiment, j'ai loupé le coche, hein. Ça se passait au mois de mai et de juin. Ils disent tout le temps qu'il fait super chaud, que les personnages transpirent. Donc, j'étais pas dans la bonne temporalité. Mais en bref, c'est toujours chouette de retrouver cette saga. Je passe toujours un bon moment. Je trouve ça toujours intéressant, même si c'est fort sombre. Et c'est des personnages auxquels on s'attache. Et je suis contente de retrouver cette histoire, malgré le fait que ce soit pas plein de péripéties et plein d'actions. C'est pour ça que je pense que c'est une saga qui convient pas non plus à tous les lecteurs. Parce qu'il faut être au courant, c'est pas un truc plein de rebondissements, c'est pas un thriller,
C'est un roman plutôt d'ambiance. Sur ces bonnes paroles, je vais terminer le vlog ici. Je n'ai aucune idée de sa longueur. Je ne sais pas du tout s'il est long ou pas. J'ai filmé un peu plic-ploc au fil des jours. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et moi j'ai été ravie de vous le tourner comme d'habitude. J'adore faire des vlogs. Mais j'adore faire toutes les vidéos, mais les vlogs, c'est vrai que ça a un côté plus relax. Je filme vraiment quand j'ai le temps. Même si j'ai 5 minutes, je peux prendre le temps de filmer, donc c'est vrai que c'est pas mal. Et je sais que globalement, normalement, vous aimez bien ça. En tout cas, merci de l'avoir regardé. J'ai envie d'éternuer, j'ai des allergies. Merci de l'avoir regardé, et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!